Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous voir pour cette présentation de mes trois formations en package ensemble. Donc, juste pour résumer, déjà voici le nom des trois formations. La première, c'est Fake News et Esprit Critique, où je montre un petit peu c'est quoi une fake news et surtout pourquoi notre cerveau y croit. Comment fonctionne le cerveau et c'est quoi des biais, des heuristiques, des choses comme ça qui font qu'on se fait piéger par de la fake news, notamment en ligne. La deuxième formation, c'est justement pour aller au-delà de la fake news. Si on se concentre sur la fake news et la psychologie de la première formation, je pense qu'il est important d'aller sur quelque chose de plus général de la deuxième pour montrer que la fake news, c'est un peu l'arbre qui cache sa forêt et il y a des milliards de manières de désinformer, même avec des vraies informations. Tout dépend comment on les présente. Et je pense que pour muscler son esprit critique, il faut avoir conscience de cette diversité-là et se concentrer que sur la fake news, c'est un piège. Troisième formation, c'est sur la rhétorique et l'esprit critique, parce que la rhétorique est une manière de désinformer, de des discours, de des échanges ou même de des textes. Et en ayant conscience des outils utilisés pour convaincre, on peut moins se faire avoir par ces outils-là. Et donc, c'est une dernière manière de muscler son esprit critique. Chaque formation dure environ 2 heures. C'est un peu modulable. Et donc, le package de trois formations, ce sera 6 heures, donc une journée entière, ou 3 fois 2 heures, etc., etc. J'allais assez vite pour présenter ces trois formations ici, parce qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr. Mais si ça vous intéresse, il y a trois vidéos plus en détail les trois vidéos en fait qui sont plus en détail sur chacune des formations. D'accord? Je les mettrai en lien sous cette vidéo-là. C'est parti. Commençons par Fake News Esprit Critique. Je commence par une vidéo très simple en fait que je vais vous montrer. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il nous a montré ça? Quel rapport avec la fake news? Eh bien, ce que vous avez sûrement pas vu, c'est que les pulls ont changé de couleur en cours de vidéo, mais on s'en rend pas compte. En fait, je commence par cette vidéo, car ça accroche, et ça montre que notre cerveau est un peu biaisé, il peut pas tout voir. Et la fake news fonctionne comme ça, elle va nous convaincre parce que notre cerveau ne va pas chercher au bon endroit pour savoir si c'est vrai ou faux. Il va pas faire attention à certains paramètres par rapport à d'autres. Et justement, je commence voilà, par plusieurs exemples d'illusions d'optique qui montrent que le cerveau se fait avoir et que le cerveau a besoin d'un contexte pour vérifier une information. Et parfois, le contexte, il est trompeur. D'accord? Une fake news, c'est quoi? C'est une information en contradiction avec l'état des connaissances. Il y a des critères pour vérifier la fake news, mais des fois, et d'ailleurs, on va faire quelques tests, hein. Donc, est-ce que le président Macron est président de la République? Bah oui, donc c'est pas une fake news. Est-ce que la pyramide de Gizeh se trouve en Égypte? Oui, c'est pas une fake news. Est-ce que le président Macron a rencontré un alien? Oui, c'est une fake news. Bon, là, on se dit c'est facile. Vraie information, fausse information. Sauf que, en fait, parfois c'est plus compliqué. Est-ce que l'étoile du berger est une étoile? Non, c'est une planète. Donc, le concept de fake news, de vrai et de faux, il est plus subtil que ce qu'on pense. Première chose. Deuxième chose, on peut tromper avec une vraie information. Regardez cette vidéo. Donc là, vous avez imaginé peut-être un fantôme ou un skieur qui grimpe de la neige. En fait, c'est un canard. Si on monte la vidéo dans votre sens, on voit que c'est un canard. Mais j'ai pas caché le fait que c'est un canard. J'ai juste présenté l'information d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage, où on va présenter l'information de telle manière que ça va nous induire en erreur. Et ça, c'est très présent. D'accord? Il y a plein de vidéos qui montrent ça. Là, par exemple, il y a la patrouille de France. On va avoir l'impression qu'elle lâche en couleur de drapeau russe, mais en fait, c'est juste que c'est mal cadré. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça que je vais montrer, où je montre qu'avec des vraies informations, voilà, le prince Charles ne fait pas un doigt d'honneur, on peut induire en erreur. Il faut avoir conscience de ça. D'accord? Et beaucoup de désinformations sur les guerres, etc., se basent sur cette désinformation. Ensuite, je vais montrer un peu comment fonctionne le cerveau. Imaginez que vous avez une raquette et une balle. La raquette et la balle ensemble, ça fait 12 euros. La raquette fait 10 euros de plus que la balle. Combien coûte la balle? Là, vous avez pensé à 2 euros. Et en fait, non, c'est 1 euro. Si la balle fait 2 euros,
Ça marche pas parce que les deux ensemble, ça fera 12 plus 2, 14 euros. Là-bas, il fait 1 euro. Mais pourquoi on pense à 2 euros? Eh ben, c'est parce que notre cerveau fonctionne de manière un peu intuitive, il va trop vite. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. Et justement, sur les réseaux sociaux, on va un peu trop vite. Et c'est pour ça qu'on va se faire avoir par la désinformation. Et je montre comment, justement, ces raccourcis peuvent nous faire croire que les Américains sont pas allés sur la Lune. Parce que cette photo paraît fausse. Tiens, mais le drapeau flotte, mais il n'y a pas de vent. Oui, mais d'accord. Mais ça, c'est un effet heuristique. En fait, il ne flotte pas. Il est tenu par une barre au sommet du drapeau. Voilà. Ensuite, on va finir sur des biais cognitifs, d'accord? C'est des raccourcis du cerveau qui peuvent induire en erreur. Teddy Riner est populaire, Teddy Riner fait de la pub pour Ford, donc Ford fait des bonnes voitures. Non, c'est plus compliqué que ça, d'accord? Donc on va avoir plusieurs biais comme ça, de biais de démotion, de biais de confirmation. Et ensuite, on va essayer d'appliquer ça sur cette fake news, par exemple, quand Donald Trump dit que les migrants mangent des chats et des chiens, et ben on voit que des biais cognitifs qu'on a vus auparavant sont utilisés pour rendre vrai, pour faire croire cette fake news. Et pour conclure, justement, bah, je donne quelques astuces pour limiter ces biais. Il faut avoir du contexte, il faut faire attention quand il y a trop d'émotions qui est en jeu. Quand une solution paraît trop bête pour être vraie, généralement elle est fausse. Pourquoi je crois ce que je crois? À qui je fais confiance? Il faut être modeste. C'est la conclusion de ma première formation. D'accord? Maintenant, deuxième formation, désinformation au-delà de la fake news. Et là, en fait, je reviens un petit peu en arrière. Je rappelle ce que c'est qu'une fake news, d'accord? Donc on vient de voir. Je rappelle les fameuses questions à se poser, mais je vais montrer cette fois qu'elles ne sont pas fiables à 100%. Parfois, des sources fiables disent des choses qui sont fausses. Parfois, les interlocuteurs scientifiques ont raison. Parfois, ils ont tort. Parfois, des preuves ne sont pas des bonnes preuves. Parfois, des médias très sérieux peuvent reprendre des informations en masse, des informations qui sont fausses. Comme le fait, c'était il y a quelques années, le fait que Xavier Dupont d'Ligonnès avait été arrêté en Écosse. Parfois, une information paraît crédible, mais elle ne l'est pas. D'accord? Donc je montre qu'en fait, c'est pas fiable à 100%. Ensuite, je montre que la fake news, ça se limite sur beaucoup d'aspects. D'accord? Les canulars, le Gorafi par exemple, c'est de la fake news, mais on sait que c'est faux. Sauf que des fois, des gens sérieux se font prendre au jeu et se font avoir. D'accord? En fait, je montre que la fake news d'un côté et la vraie information de l'autre, c'est un peu artificiel. C'est plus compliqué que ça. Et c'est ce qu'on va voir justement. D'accord? Donc, on a parlé du biais de cadrage déjà tout à l'heure. D'accord? Et on va creuser un peu ça. Par exemple, avec fake news, avec Fox News, par exemple, lapsus, où je montre que Fox News a beaucoup transmis d'informations anti-vaccins durant le Covid, mais jamais en disant lui-même que le vaccin était mauvais. Il a cité des gens, il a cité des discours des politiciens, et donc, techniquement, ils n'ont dit que des vraies informations. Et pourtant, ça a transmis des postulats faux sur le vaccin. D'accord? Est-ce qu'un média peut être neutre? Bah, ça dépend du contexte. D'accord? Dans un pays qui nous oblige à dire que la Terre est plate, un scientifique dit, moi, scientifiquement, j'affirme qu'elle est ronde. Techniquement, il n'est pas neutre. Mais en France, si on dit ça, on est neutre parce que c'est accepté que la Terre soit ronde. Donc le contexte va influencer notre manière de voir l'information et de voir ce qui est neutre ou pas. Il faut avoir conscience de ça. Ensuite, il y a plein de manières de désinformer. Il y a ce qu'on appelle l'astroturfing, quand on va créer des faux comptes en ligne pour manipuler l'opinion, faire croire qu'il y a un mouvement populaire pour une cause. Fabrique du doute, quand les industries de tabac ont payé des scientifiques et des études pour dire qu'en fait, c'est pas sûr que les cigarettes sont mauvaises pour la santé, même si on le sait, d'accord? La mute news, le fait de ne pas dire une information, c'est aussi influencer des gens. Si les gens n'ont pas accès à une information, ils ne vont pas y penser, ils ne vont pas réfléchir dessus. Ensuite, il y a des procédés rhétoriques fallacieux, d'accord? Les gens qui s'endorment avec des chaussures aux pieds ont plus de chances d'avoir mal à la tête en se réveillant le lendemain. Pourquoi? Et ben, automatiquement, on va se dire, c'est une vraie information, hein. On va se dire, bah, c'est parce que des chaussures aux pieds serrent les pieds et donc ça bloque le sang, par exemple. On fait un lien de cause à effet. Et en fait, la vraie raison, c'est que les gens qui ont des chaussures aux pieds et qui ont mal à la tête, c'est des gens qui ont bu. Il y a un troisième facteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de causalité. Le biais de causalité, c'est le fait d'imaginer un lien de cause à effet entre deux informations.
Sauf que des fois, ça peut induire en erreur. Ici, par exemple, un adolescent décède après une vaccination contre le papillomavirus. Vraie information. Notre cerveau se dit, bah, c'est à cause du vaccin qu'il décède. En fait, non. Il se fait vacciner, ce pauvre jeune homme s'est fait vacciner, il est tombé dans les pommes, et en tombant, il s'est fracturé le crâne. Et c'est cette fracture du crâne qui a provoqué son décès. Donc techniquement, ce titre n'est pas faux, mais il va induire en erreur. En fait, il faut avoir conscience que se faire avoir par une information, c'est pas forcément que l'information est fausse, c'est qu'elle est présentée de telle manière que nous, on va l'interpréter d'une mauvaise manière. Voilà, donc ensuite on va voir plein de biais, de sophismes, on appelle ça, en gros des raccourcis du cerveau, qui fait qu'on va se faire avoir par une information peut-être fallacieuse, d'accord, biais d'autorité, euh, déshonneur par association. Vous êtes végétarien? Vous savez qui était végétarien? Hitler. C'est vrai, mais ça, c'est très fallacieux parce que, bien sûr, tous les végétariens ne sont pas des dictateurs en puissance. D'accord? De vrais Écossais, celui-là j'aime beaucoup. Tous les Écossais sont roux. Non, mon voisin est écossais, il a les cheveux blonds. Mais c'est pas un vrai Écossais. Ça montre que notre cerveau, il met un peu des populations dans des cases, et c'est important de les briser parce que c'est plus compliqué que ça. Donc on va avoir plusieurs biais comme ça, appel à l'ancienneté, appel à la nouveauté, appel à la nature. Si naturel c'est bon, bah, pas forcément. Ne mangez pas tous les champignons que vous croisez dans la nature parce que c'est naturel, justement. La pente savonneuse, l'appel au bon sens. Oui, mais le bon sens me dit que la Terre est plate, donc c'est pas forcément vrai. Une fois qu'on a vu tout ça, tous ces faux dilemmes très importants, si tu es pas avec moi, tu es contre moi. Soit vous êtes pour Trump, soit pour le communisme. C'est plus compliqué que ça. On peut être contre Trump aux États-Unis, mais pas communiste. Sophisme du juste milieu, pensez que la bonne réponse, elle est entre deux extrêmes. Pas toujours. On ne peut pas être, si quelqu'un vous demande si on est pour ou contre l'esclavage, dire bah un peu des deux, non. Si on a un peu des deux, on est pour l'esclavage. Ensuite, on va un peu décortiquer des articles de journaux qui vont utiliser ces sophismes justement pour nous convaincre de quelque chose, donc pour affûter notre esprit critique. Voilà. Et deux, trois astuces pour y voir plus clair. Le mystère de la dent d'or. Il faut s'assurer d'une cause avant de voir ses effets, pour faire simple. Et le biais du survivant, il faut avoir conscience que les informations qui nous viennent ne sont pas forcément représentatives de tout. D'accord? Si elles nous viennent, c'est que les informations nous ont survécu, biais du survivant. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui-là. En 2008, une voyante avait prédit le Covid. En 2020, une maladie arrivera. Oh, incroyable! Donc la voyance marche. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est un biais du survivant parce que dans ce livre, il y a eu des centaines de prédictions et 99% des prédictions ne sont pas arrivées. On ne retient que celles qui arrivent. Et voilà. Ça, c'est la fin de la deuxième partie. Et maintenant la troisième. Rhétorique et esprit critique. Donc la rhétorique, c'est quoi? Bah, c'est l'art de convaincre. D'accord? C'est une forme d'influence. Mais est-ce qu'on est influençable? Bien sûr. Donc je montre par une expérience scientifique que les gens sont très influençables. Mais voilà, par exemple, vous achetez un nouveau chargeur, et ben entre le premier et le deuxième, vous allez prendre le premier, parce qu'il est mieux noté. Vous êtes influencé par ce que pensent les autres personnes. Et c'est très bien comme ça, je pense. L'influence, en fait, c'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Il faut en avoir conscience. Et la rhétorique va nous influencer, pour le meilleur comme pour le pire. Donc, ensuite, je simplifie un petit peu, mais je montre un petit peu des principes de base de la rhétorique, d'accord? L'orateur, c'est celui qui est l'auditoire, et l'interlocuteur. L'orateur, c'est celui qui cherche à convaincre. L'auditoire, c'est la personne que l'on cherche à convaincre. Et l'interlocuteur, c'est la personne à qui s'adresse l'orateur. Et l'auditoire n'est pas forcément interlocuteur. Dans un débat politique, le politicien s'adresse à un autre politicien, d'accord? Donc c'est l'interlocuteur, mais il veut convaincre les gens qui regardent le débat, l'auditoire. Il y a plein de types de rhétorique, le monologue, un discours présidentiel, une vidéo YouTube, un texte, c'est la personne qui parle et il n'y a pas de personnes qui peuvent répondre. D'accord? Voilà. Délibération. Dans un couple, on ne sait pas quoi faire ce soir, on va débattre, d'accord? Et on va se convaincre l'un et l'autre. Compétition. Là, en fait, on va débattre avec une personne, mais on veut convaincre les gens qui sont autour. Le fameux débat politique. Et le conflit, en fait, on veut juste s'amuser à s'envoyer des mots d'oiseaux. C'est un jeu rhétorique qui n'a aucune finalité autre que de plaisir de débattre. Quelques exemples, voilà, pour que tout le monde puisse un peu s'imprégner de ces concepts. Ça, c'est des concepts à quel groupe on s'adresse, quelques extraits vidéo pour montrer des exemples de monologues rhétoriques dans les films.
il y a trois manières de faire de la rhétorique. Il y a l'éthos, le pathos et le logos. Ethos, c'est convaincre par l'éthique de la personne, ou l'éthique en général, le pathos par les émotions et le logos par la logique. Et les trois sont des bonnes manières de convaincre. Il ne faut pas penser que c'est que la logique qui doit primer. Tout dépend. Tout dépend. Si on commence par l'éthos, par exemple, donc l'éthique universelle, invoquer des grandes valeurs, et l'éthique contextuelle, moi je suis quelqu'un de juste, et donc il faut me faire confiance. Et c'est souvent utilisé en politique. Quand Vladimir Poutine explique qu'il a un patrimoine financier très malingre, c'est pour se donner l'impression qu'il est proche du peuple. Vrai ou faux, moi j'ai mon avis, c'est pas la question. La question c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça. Quand Donald Trump disait qu'il allait renoncer à son salaire de président des États-Unis, ce qu'il a fait, c'était aussi pour montrer qu'il n'était pas intéressé financièrement par ce poste. Et ça a marché puisqu'il a été élu en 2016 aussi. Et l'ethos, c'est très puissant parce que ici, par exemple, on a Harrison Ford qui fait un discours, c'était à Cannes il y a 2 ans, sur le réchauffement climatique. Il dit oui, alors, il utilise le logos, il dit c'est très important, scientifiquement, on sait que c'est l'homme qui provoque ça. Et ensuite, il part de son jet privé. Et là, forcément, c'est la seule chose qu'on retient de ce passage. Donc l'éthique est très importante. Pathos, c'est jouer sur l'émotion pour convaincre. D'accord? Les pubs fonctionnent comme ça, beaucoup. Les politiciens vont jouer avec ça. Les photos en IA sur Facebook vont jouer avec ça. D'accord? Et le logo, c'est convaincre par la logique. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Oui, mais des fois, c'est faux. Tous les hommes sont mortels, la reine Margot est mortelle, donc la reine Margot est un homme. C'est plus compliqué que ça. Ensuite, quelques exercices pour vous familiariser avec tout ça. Quelques concepts ensuite comme la loi de Hum pour être plus vigilant face aux effets rhétoriques. Et nous arrivons. Voilà. Donc aucun raisonnement négatif ne peut engendrer une conclusion à l'impératif. D'accord? C'est parce que quelque chose est que quelque chose doit être. Par exemple, les prisons françaises sont saturées, c'est un fait. Mais c'est pas parce qu'on dit ça que ce qu'on dit après est forcément vrai. Il y a plusieurs solutions. D'accord? Le réchauffement climatique est une réalité, mais il y a. Donc ça, c'est un fait. Mais ce qui doit être fait, et ben ça dépend de nos décisions politiques, etc. Et donc, il faut avoir conscience de ça. Et pour conclure, quelques astuces pour mieux débattre, mieux échanger. Éviter les hommes de paille, donc c'est ne pas débattre avec son adversaire, mais débattre avec la position caricaturale de son adversaire. Vous débattez contre une féministe et vous dites, de toute façon, vous voulez qu'on tue tous les hommes. Ce n'est pas vrai. C'est une position caricaturale, un homme de paille, plus facile à attaquer, mais c'est pas très pertinent. La bonne chose à faire, c'est l'homme de fer, c'est au contraire, essayer de comprendre l'argument d'autres, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, répéter l'argument pour être sûr qu'on a bien compris, parce que c'est très facile de mal comprendre l'autre, et ensuite exprimer un désaccord, mais en respectant l'autre, et en lui permettant d'exprimer ce qu'il pense. Et en fait, non seulement la personne vous respectera plus, et même si vous n'êtes toujours pas d'accord à la fin, vous aurez compris pourquoi d'autres pensent ce qu'ils pensent. On est dans un monde fait d'altérité, de personnes différentes. Le plus important n'est pas tant de faire changer d'avis les gens, mais de comprendre leur parcours et pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et voilà, la recherche d'un point d'accord, ça c'est aussi très important. Je suis pour les vaccins car ça protège les gens. Je suis contre les vaccins car c'est dangereux pour les gens. Bah, le point d'accord, c'est qu'on veut protéger les gens. Et une fois qu'on sait ça, on n'est pas forcément d'accord sur les moyens, mais le fait qu'on soit d'accord sur la finalité, ça permet de créer un lien et de continuer ce dialogue, ce qui, dans notre société actuelle, me semble très important. Je vous remercie.